Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Gilbert, j'ai 38 ans. Je suis l'heureux papa de deux adorables petits garçons de 3 et 6 ans, Yann et Théo. Et si nous sommes chanceux, un des deux pourra se reproduire sans l'aide de la médecine. Bien sûr, cela ne m'inquiète pas. Cela me terrorise. Depuis 14 ans que je travaille, 19 si l'on prend en compte mon cursus universitaire, je m'intéresse à la question de l'eau, à sa chimie, sa microbiologie, ses effets et ses interactions avec le vivant, et ce dans le cadre des utilisations industrielles des eaux. Je suis personnellement intervenu sur plus de 50 sites, dont certains parmi les plus grands du monde dans leur catégorie, sur des problématiques d'approvisionnement en eau, de gestion des risques de sécurité alimentaire et de risques sanitaires, et de dysfonctionnement d'équipements de traitement. J'ai participé au dimensionnement et à la conception de nombreux équipements de traitement d'effluents liquides industriels. J'ai même moi-même démarré certaines usines de traitement des eaux. Alors bien sûr, je suis venu vous parler d'eau. Et plus précisément, dans l'urgence dans laquelle nous sommes, à devoir trouver des nouvelles solutions dans sa gestion pour essayer de sortir le système de l'impasse dans lequel il se fourvoie. Bien sûr, l'eau est indispensable à la vie et à l'hygiène, c'est une évidence. Ce qui est moins transparent, c'est que toutes les activités humaines, industrielles et agricoles sont dans un état de dépendance extrême vis-à-vis de l'eau. L'eau est quotidiennement utilisée pour laver, pour rincer, pour dissoudre et pour diluer, pour chauffer et pour cuire, pour refroidir. En tant qu'ingrédient et matière première, en tant que fluide thermique et fluide des utilités, l'eau est au cœur de tous les procédés industriels. Imaginez les efforts et les technologies qu'il faut déployer pour alimenter quotidiennement les millions d'habitants d'une mégalopole avec une eau dont la qualité doit être compatible avec la consommation humaine, puis dans le même temps collecter les effluents et les dépolluer. Imaginez les milliers de kilomètres de tuyaux, les pompes, les systèmes de traitement, de chauffage et de refroidissement qui sont nécessaires au fonctionnement d'un grand site industriel. L'eau est le fluide qui irrigue en permanence toutes les sociétés humaines. L'eau est indispensable et pourtant les mécanismes de sa gestion, les modèles de gestion actuels, viennent d'une époque d'insouciance bien heureuse où l'on pensait l'eau inépuisable, inaltérable et gratuite. Aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas vrai. Pour illustrer notre propos, je vous propose de partager l'histoire d'un petit poisson pêché entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, et finalement donc pas très loin d'ici. Pour faire simple, appelons-le Nemo. En bas de la photographie, vous voyez Nemo tel qu'il aurait dû être. Et en haut, Nemo tel qu'il était. Pour faire simple, disons que Nemo possédait des organes génitaux non fonctionnels, mâles et femelles à la fois, et qui représentent, comme vous le voyez sur la photographie, une proportion anormale de son volume et de son poids. Toute proportion gardée chez l'humain, cela représente plusieurs dizaines de kilos et le volume de plusieurs ballons de basket. Mais revenons à Nemo. Il faut savoir que ce qui causait cette atroce et anormale mutation chez Nemo est en fait le mélange de 13 produits contenus dans les effluents liquides d'un site industriel qui sortait des égouts de l'usine, pour faire simple. L'histoire de ce pauvre Nemo nous apprend plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, techniquement, le site était en parfaite conformité avec les limites techniques de qualité permettant à un site industriel de rejeter au milieu naturel. Les micropolluants qui causent ces transformations ne sont pas illégaux, ils ne sont pas réglementés. Certains d'entre eux le seront en 2020, peut-être. La première chose que nous apprend Nemo, c'est qu'en la matière, la réglementation, et c'est normal, est en retard sur la connaissance. Ce qui signifie que se contenter de suivre la réglementation, c'est accepter d'être constamment en retard. Ce n'est pas parce que vos actions et décisions sont guidées par la réglementation qu'elles sont correctes et efficaces. Cela peut même vous induire en erreur. Lorsqu'on investigue sur le cas de Nemo, on se rend compte que les effets biologiques des effluents liquides industriels sont classiquement évalués par quelques tests en laboratoire réalisés sur des microcrustacés. Pour faire simple, appelons-la Daphne. Son vrai nom scientifique est Daphne magna. Et donc, ce que l'on fait, c'est que l'on met cet effluent liquide à différentes concentrations au contact de cette micro-crevette, et puis, au bout de 24 heures, on compte ceux qui ont arrêté de nager. Suivant la statistique du test, on est déclaré toxique ou pas toxique.
Mais comment ce modèle biologique unique peut-il rendre compte de l'infinie diversité du monde vivant? Au final, on peut avoir passé le test avec succès et être satisfait, alors qu'on est en train d'empoisonner des poissons, des canards, son chat, ses voisins. Le deuxième enseignement de Nemo, c'est que les méthodes classiques d'évaluation des risques concernant les micropolluants ne sont pas non plus adaptées pour prévenir de ces nouveaux risques. La troisième chose que nous apprend Nemo, c'est que les produits qui sont responsables de son état sont présents à des doses infinitésimales. Infinitésimales veut dire moins d'une goutte dans une piscine olympique de 50 mètres de long sur 20 mètres de large et 2 mètres de profond. Moins d'une goutte. Il faut bien comprendre que les systèmes actuels de gestion des eaux ne sont pas du tout faits pour traiter de ces problématiques extrêmement diluées. C'est même là le quatrième enseignement de Nemo. Aujourd'hui, nous collectons les effluents d'un hôpital, d'une ville, d'un site industriel chimique et pharmaceutique, nous les mélangeons dans une station d'épuration. C'est une excellente idée. Sauf que cela revient à mélanger des pollutions qui sont parfois très variées. Et s'il existe des solutions techniques pour traiter chacune de ces problématiques à la source, lorsqu'elles sont mélangées, cela peut s'avérer relativement difficile et donc extrêmement coûteux. Finalement, nous avions des problèmes séparés et on a créé un mélange de problèmes différents. Dans une certaine mesure, on a créé là un problème qui n'existait pas. Au final, ça ressemble un peu à faire des nœuds sur des nœuds sur des nœuds. Bien sûr, il faut comprendre que comment un système épuratoire, une station de traitement, peut-elle être efficace sans maîtriser ce qui lui arrive, avec des compositions aussi différentes, encore une fois, qu'un site chimique, qu'une résidence qu'un hôpital, ou bien qu'une zone résidentielle. Il faut bien comprendre que les outils actuels techniques de traitement des eaux ne sont pas capables de retenir ces micropolluants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. L'ingénierie du traitement des eaux, dont je suis un éminent membre, la réglementation, tout le système a une approche quantitative de la pollution. Mais on peut avoir réduit de 95% la quantité de pollution et être satisfait, sans pour autant avoir éliminé l'impact. Au final, Nemo nous enseigne plusieurs choses qui sont fondamentales. La première, c'est que, 1, la réglementation n'est pas du tout adaptée pour anticiper de ces nouveaux risques de l'infiniment dilué. 2, les méthodes classiques d'évaluation des risques ne le sont pas non plus. 3, des doses infinitésimales de produits peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le monde biologique. 4, la réalité technico-économique du monde de gestion des eaux n'est pas du tout prêt à traiter de ces problématiques infiniment diluées. À ces différents enseignements, on voit bien que les limites du modèle sont multiples. Elles sont scientifiques, elles sont techniques, elles sont financières, elles sont juridiques. D'un côté, le modèle actuel aboutit à la dégradation massive de la qualité des masses d'eau superficielles, des rivières, des lacs, des étangs. 90% des masses d'eau en Europe sont réputées contaminées par des micropolluants persistants. 90% des masses d'eau superficielles en Europe sont réputées contaminées par des micropolluants persistants. Il faut bien comprendre que la dégradation massive de la qualité des eaux de surface va poser un très gros problème pour l'alimentation en eau pour l'humain. C'est une impasse. La solution actuellement proposée, d'une manière générale, par l'ensemble du système, c'est toujours plus de technologie pour traiter et recycler l'eau, ce qui est en train de faire exploser son coût. Ce qui est aussi une impasse. Gardons-nous d'une eau qui coûte très cher. Nous croyons en une manière différente de résoudre cette question. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire de faire une transition vers l'efficacité hydrique, c'est-à-dire de repenser l'ensemble de nos usages et de la gestion de l'eau, en partant cette fois-ci du principe qu'elle est épuisable, altérable, et que c'est le bien le plus précieux de l'humanité. Cette transition vers l'efficacité hydrique est un enjeu majeur pour les grandes villes et pour les grands sites industriels qui sont des lieux de consommation et de rejet intenses. Ce n'est pas ce changement qui est coûteux, c'est le système actuel. Le système actuel est très coûteux et fait prendre des risques à toutes les populations animales, et donc par définition à la population humaine.
L'efficacité hydrique vise à repenser nos gestions de l'eau, les modes de gestion de l'eau, en améliorant l'efficacité des processus pour réduire les consommations d'eau et réduire les polluants émis. Ce n'est pas une contrainte réglementaire, c'est une démarche d'intelligence économique. Mais pour agir efficacement, il faut savoir précisément. Le cœur de la solution, c'est de faire circuler l'information en même temps que l'eau. C'est-à-dire passer de ça à ça. Nous devons faire notre transition 3.0 dans la gestion de l'eau. Cela sous-entend 2 grands piliers. Le premier, nous devons augmenter massivement en quantité et en qualité les données produites sur les masses d'eau et sur les usages de l'eau et le produire en temps réel. Le deuxième pas, c'est clairement l'architecture de ces bases de données et des données qu'elles vont contenir pour pouvoir les rendre interprétables, utilisables par le plus grand nombre. Dès aujourd'hui, nous produisons des cartographies dynamiques en temps réel de grands sites industriels pour leur permettre de diminuer leur consommation d'eau, améliorer l'efficience de leurs procédés et réduire en volume et en toxicité les déchets produits. Mais cela ne concerne que les sites industriels qui sont tout à la fois part du problème et part de la solution, tout comme les villes sont part du problème et part de la solution. Nous n'arrêterons pas de sitôt ni d'avoir besoin de produits manufacturés, ni de vivre dans des villes. Demain, il s'agira de posséder une vue globale, dynamique, intégrée en temps réel de nos usages de l'eau pour en comprendre l'ensemble, le réorganiser et identifier les points d'amélioration. Demain, il ne s'agira plus de collecter les différents effluents provenant de différentes sources, puis de les traiter. Il s'agira de mettre les moyens techniques et financiers à éviter que cette pollution ne soit émise, la réduire à la source, et bien entendu traiter ce que l'on n'aura pas pu éviter. Le déchet qui ne coûte pas cher, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Demain, il s'agira de mettre à disposition de l'ensemble de nos concitoyens des informations en temps réel sur la qualité des eaux qui nous entourent, comme c'est déjà le cas pour des informations de nature météorologique ou de qualité de l'air. Soyons sérieux, depuis votre smartphone, vous pouvez connaître la façade de la villa que vous avez louée à l'autre bout du monde, rien qu'en tapant son adresse sur Google. Essayez de connaître la qualité physico-chimique de la rivière qui passe au milieu de la ville. Dès aujourd'hui, pour éviter d'autres Nemo, il faut que nous prenions conscience que chacun de nos gestes quotidiens ont des conséquences sur l'eau. Combien d'entre nous ont déjà déversé des médicaments, des produits chimiques dans un évier, une bouche d'égout? Bien sûr, les choses changent. De grands groupes industriels et des institutions gouvernementales, dont les agences de l'eau, dont il faut souligner l'action, se mobilisent pour régler ces différentes problématiques. Mais à une époque où l'on est en capacité technologique d'écouter les conversations en temps réel de 7 milliards d'êtres humains, la surveillance de la qualité de notre environnement à grande échelle n'est pas du tout un enjeu de technologie. C'est une volonté, c'est une question de volonté, de moyens. C'est à la société de choisir ce qui est bon pour elle-même, écouter son voisin ou faire progresser la connaissance. C'est à vous, c'est à nous, c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous de répondre à cette question.